beaucoup. Je tiens d'abord à présenter effectivement aux lauréats et à l'ensemble des représentants les excuses du ministre Jean-Claude Marcoux, qui devrait arriver d'une minute à l'autre, mais donc effectivement, comme l'année passée, j'ai le grand honneur de pouvoir vous lire ce qu'il aurait souhaité exprimer devant vous. Ce que le ministre souhaite relire dans la mémoire et dans la démarche que vous exprimez, c'est le fait que c'est un élément essentiel et qu'il est fondamental que l'oubli ne s'installe pas. Effectivement, dans cette démarche du chercheur et cette reproduction que le chercheur fait de cette chaîne de travaux au travers des âges, il permet ainsi, à travers une approche, une découverte, une recherche et une mise en perspective, que se poursuive la mémoire et que se poursuive la démarche qui avait été instaurée par des fondations telles que la fondation qui nous accueille aujourd'hui. C'est ce seul chemin fondamental qui est indispensable pour pouvoir dire plus jamais ça, mais en toute connaissance de cause. Arthur Rouleau n'affirmait-il pas que les circonstances exceptionnelles nous élèvent et nous font connaître nos limites, en bien comme en mal? Et combien ne savait-il pas, comme tant d'autres, que l'enfer vécu rend légitime le désir d'un monde où l'on mettrait tout en œuvre pour éviter son retour? La lèpre fasciste surgit dans les trous de la mémoire. À nous de les comprendre. C'est peut-être dans cette perspective qu'il nous faut comprendre la phrase d'André Malraux: plus que des combattants, vous avez été des témoins. Et s'il est bien une vérité, c'est celle que l'indifférence, le silence et l'amnésie contribuent à perpétuer le mal. L'éclipse du crime passé rend possible le crime nouveau. Notre histoire abonde d'exemples de groupes humains qui, s'étant identifiés au progrès, ont, à ce titre, cherché à imposer leur vision du sens de l'histoire aux autres. Alors qu'aujourd'hui une partie de l'Europe vit en paix depuis plus de 60 ans, il nous est difficile d'imaginer ce que nous considérions comme un état normal, fait de figures d'exception au jeu de l'histoire. Combien de lieux ne sont-ils pas les témoins de ce que l'homme peut de mal, de souffrance et de mort? Waterloo, le chemin des dames, Stalingrad, Vulkova, Sarajevo, le pays des mille communes. Mais aussi et surtout la Shoah et son florilège de mots banals comme processus ou solution finale pour qualifier simplement le crime. Sa longue litanie de mots noirs comme anéantissement, extermination, destruction. Et dire qu'il aura fallu ce paroxysme d'antisémitisme pour connaître les notions juridiques de crime contre l'humanité et de génocide. Et dire que l'on doit, plus de 60 ans après le calvaire du peuple juif, se garantir encore et toujours contre les tentatives négationnistes. Les exemples sont dramatiquement encore plus nombreux d'une nouvelle forme de domination totalitaire par laquelle les hommes ne se définissent que par leur capacité de détruire. Et quand les bains de sang deviennent une fin en soi, on est plus loin de rejoindre le vieux mythe de Hobbes, celui de la lutte contre tous. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a fait du mot dignité son titre premier. C'est affirmer cet essentiel qui manqua jadis à tant de victimes de l'histoire et dont certains sont aujourd'hui encore cruellement privés. Les travaux que nous honorons ce soir sont là pour effectivement rappeler ces phénomènes. En préambule à la Constitution européenne, on peut lire: les peuples de l'Europe ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Fin citation. Ces principes solennellement énoncés n'ont jamais revêtu une valeur d'évidence, et c'est bien malheureux. Ni la tolérance, ni la démocratie ne sont des attitudes spontanées. Elles doivent faire l'objet d'un travail repris de manière incessante. La démocratie est un choix, sans cesse assumé, de l'intelligence et de la volonté. Chaque génération doit en retrouver la légitimité et en adopter les valeurs. Un individu ne fait pas automatiquement un citoyen. N'oublions jamais qu'une démocratie satisfaite est à coup sûr une démocratie menacée. N'oublions jamais non plus que nous devons à tous ceux qui résistèrent au totalitarisme, au mal érigé en système, à un régime de terreur dont le principe d'unité était la notion et la race.
Si l'entreprise de négation de l'humain a échoué, c'est parce que des hommes et des femmes refusèrent de se résigner. Ils apportèrent ainsi la preuve que l'oppression, si cruelle soit-elle, ne peut venir à bout de la conscience. Toutefois, ce serait une erreur de croire qu'on aurait aujourd'hui, à tout jamais, exorcisé les anciens démons. Et le risque est bien réel dans une économie mondialisée de voir des cultures se refermer agressivement sur elles-mêmes, prôner le refus de l'autre, l'homogénéité et la pureté. À l'heure où nous confions notre mémoire à un disque dur ou à une clé USB, nous vivons parfois douloureusement la dissolution des repères et l'absence des certitudes. La mondialisation marque la fin des distances physiques et nous révèle l'importance des distances culturelles. Je pense, comme Jacques Attali, que le monde d'après-demain sera fait de diversité, de tolérance et d'altruisme, et qu'il ne se ressemble pas à ça. S'il ne ressemble pas à ça, excusez-moi, il cessera d'exister sous les coups de la violence terroriste, des désordres écologiques, des inégalités et des iniquités. Par prévention, comme dit au début, le phénomène totalitaire doit être expliqué. Le travail de Jean-Louis Rouard sur les lettres illégales des camps nazis participe à la mémoire et à la compréhension d'un système destructeur de l'ordre. Ces applications pédagogiques possibles sont autant de moyens d'expliquer que de faire en sorte que l'oubli ne triomphe jamais. En lui remettant son prix tout à l'heure, le ministre Jean-Claude Marcot aura certainement envie de vous livrer les messages suivants. Je vais permettre de le lire pour lui. En aucun cas, on aboutissant encore à ce mur invisible qui sépare à jamais de l'humanité, à l'anéantissement de la communauté du destin et de solidarité de l'espèce.